Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Grand Sujet sur Face Télévision, la chaîne de l'excellence, pour ces nouveaux numéros avec des nouvelles thématiques en face d'un invité de taille. Tout de suite, je vais dire bonjour Arnaud Dita pour nous faire découvrir l'invité du jour. Bonjour Arnaud. Bonjour Madame Clarisse Seka, bonjour chers téléspectateurs. Comme ça vient d'être annoncé tout à l'heure, dans ce numéro nous avons un invité de taille, il s'agit bien de l'honorable Paul Babango, député national élu du territoire d'Irumu dans la province de Touri, à qui je vais dire déjà bonjour honorable. Bonjour honorable. Bonjour messieurs les journalistes. En forme honorable. Oui. Nous sommes à forme, pas complètement, parce que nous attendons que la paix et la sécurité reviennent en Ituri et dans le Nord Kivu. Justement honorable, nous allons aborder avec vous le sujet de sécurité. En attendant, j'aimerais dire bonjour à Jim. Bonjour Arnaud. Exactement, aujourd'hui on va parler de l'état des sièges proclamé par les chefs de l'État au Nord Kivu et à l'Ituri. Et je passe la parole à Madame Clarisse pour continuer l'émission. Honorable Paul Babango, parlons de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a décrété depuis le 6 mai un temps de siège, tout est militarisé. N'avez-vous pas des inquiétudes par rapport au respect des droits humains? Vous êtes élu de l'Ituri. Quelles sont vos inquiétudes? Merci Madame la journaliste pour la question que vous venez de me poser. Madame la journaliste, je pense pour la population et pour les communs des mortels, ils doivent seulement se poser des questions, ils doivent avoir des inquiétudes, c'est normal. D'autant plus qu'on n'a jamais connu cette mesure d'état de siège, car c'est une mesure constitutionnellement, nous pouvons classer parmi les mesures exceptionnelles. Lorsque l'administration civile faillit sur toutes les lignes de sa gouvernance, et lorsqu'il y a des menaces, à ce moment-là, on décrète, n'est-ce pas, l'état de siège. Alors, je pense, au sein de la population, ça a causé beaucoup de remords, ça a causé beaucoup de questionnements, parce que dans la tête de nos concitoyens, lorsqu'un militaire dirige, il y a toujours des dérives par rapport à la violation de certaines des règles des droits. Alors, je demande à tout le monde, surtout dans la province de l'Ituri et au Nord Kivu, d'avoir des pieds sur la terre. Pourquoi pas des pieds dans les bottes? D'autant plus que le pouvoir constituant dérivé à Sun City, lors de l'élaboration de la constitution que je possède ici, la constitution du 18 février 2006, avait prévu cette matière. Mais d'autant plus que ce sont des dispositions constitutionnelles qui n'ont jamais été mises en application. Il y a des inquiétudes qui se soulèvent d'une part et d'autre part. Mais ce n'est pas une chose qui échappe à la Constitution pour dire c'est l'anarchie ou bien les militaires doivent se comporter comme ils le veulent parce qu'ils sont en face des civils et nous sommes dans un état de siège, tout consort. Mais je vais vous lire les dispositions pertinentes de la Constitution qui consacrent bel et bien cet état des matières. Le siège des matières, c'est l'article 85 de la Constitution qui dispose « Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption des fonctionnements réguliers des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège. Après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message. Les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi. Je pense que la lecture combinée et intelligente de l'article 85 de la Constitution et l'article 144 et l'article 145 organise déjà l'état de siège. Alors, l'état de siège, nous ne sommes pas dans un état cavalier ou bien un état bananière dans lequel tout est permis aux militaires. Mais il y a des dispositions pertinentes de la Constitution qui consacrent cette matière.
Alors nous demandons à la population d'être dans son apaisement, d'autant plus que ce n'est pas une chose dire que les militaires sont devenus petits frères de Jésus ou de Dieu. Il y a des noms qui doivent respecter à cette matière. Ils ne peuvent pas dépasser des limites dont l'ordonnance a fixées. Et je vous rappelle, ce n'est pas pour la toute première fois que la province de l'Ituri, soit la province de l'Ituri, à sa tête, nous puissions voir un militaire dirigé. Pendant les périodes de rébellion, si nous avons de bonnes mémoires, il vous souviendra, on a connu un gouverneur qui s'appelait à ce temps le colonel Jean-Pierre Molondo. Après ça, il était élevé au rang de général, il était militaire et il a dirigé la province de l'Ituri comme gouverneur de la rébellion. D'ailleurs, il venait de trouver la mort récemment, toujours comme général au sein des FARDC. On a connu aussi un militaire, le général Boule Bambolo, qui est l'actuel notre collègue à la chambre basse de l'Assemblée. Il a été militaire et il a été gouverneur de l'Ituri pendant les périodes de rébellion. Je pense qu'il respectait quand même l'administration et il respectait les normes des droits. Ce n'est pas une chose tellement spéciale que ça. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation et usant des prérogatives constitutionnelles me conférées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, et après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement national, Conseil supérieur de la défense entendu, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Des dispositions subséquentes seront annoncées dans les heures qui suivent. J'invite dès lors chaque Congolaise et chaque Congolais, où que vous vous trouviez, à une mobilisation totale pour faire front avec nos forces armées déployées pour sécuriser notre territoire. Nos vaillants militaires doivent être appuyés par une prise de conscience collective de tous leurs compatriotes à titre de réconfort et leur serment de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. À cet effet, j'exhorte le peuple congolais tout entier à adopter pendant cette période une attitude responsable à tous égards. Ainsi donc, je recommande plus particulièrement au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort pour assurer la logistique nécessaire aux forces armées déployées au front. À la classe politique tout entière de ne mener aucune action de nature à saboter ni à décourager nos forces armées. Aux hommes et aux femmes des médias d'appuyer à travers leurs programmes respectifs l'action des forces armées. Aux populations locales de coopérer étroitement avec les autorités militaires déployées en dénonçant les ennemis du peuple et toute complicité à quelque niveau que ce soit. À toutes les couches sociales internes et à nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays, d'exprimer la solidarité et la cohésion nationale avec le peuple de l'Est et de rester vigilants et attentifs pendant cette période et plus que jamais à cette cause salutaire jusqu'au rétablissement total de la paix. À la société civile de se mobiliser derrière nos forces armées et enfin aux servantes et serviteurs de Dieu de prier pour la nation et pour nos forces armées au front. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Honorable, merci beaucoup. Puisqu'il s'agit de l'état de siège décrété dans les deux provinces de l'Est, notamment l'Ituri et le Nord Kivu, avez-vous une idée sur la dose de la sécurité entre toutes les deux provinces? L'état de siège est décrété au même moment, dans de mêmes circonstances, mais les niveaux de l'insécurité, pouvons-nous voir une différenciation dans ce sens? Oui, monsieur le journaliste, il y a une nette différence, des petites différences. Mais normalement, les méandres de la situation sécurité de l'Est sont quasiment les mêmes. D'autant plus, nous sommes entre le Nord Kivu et l'Ituri, nous trouvons à l'Est de la République. Nous sommes des provinces sœurs. Et nous sommes tous d'abord, ça c'est une globo,
nous subissons des menaces des ADF. Et les ADF sont des groupes armés étrangers, essentiellement composés au moins à 70% par les Ougandais qui menacent du Nord Kivu en Ituri. Ça, c'est la généralité. La particularité de l'Ituri, à côté de ces groupes armés étrangers, il existe des groupes armés nationaux, c'est-à-dire des groupes armés qui émanent de 21 communautés qui composent la province de l'Ituri. Je pense que vous en savez plus par rapport aux groupes armés qui existent en Ituri. Et je pense aussi au Nord Kivu. Au Nord Kivu, bien sûr, il y a des Maï-Maï à côté des ADF, mais qui ne causent pas, les bévures ou bien les violations des droits de l'homme à grande envergure comme ces groupes armés étrangers de l'Ouganda, ADF NALU. Mais en Ituri, nous avons des groupes armés nationaux, c'est-à-dire composés essentiellement des natifs des tribus de l'Ituri qui causent des violations graves à de très grande échelle, des violations des droits de l'homme, des violations des droits des vies privées. Il y a des cas de meurtre, des assassinats qui s'opèrent en Ituri, qui proviennent uniquement des groupes armés nationaux, c'est-à-dire natifs des cinq coins. Tandis que, c'est-à-dire le niveau de cruauté de l'Ituri est provoqué par les bandes armées de l'Ituri au moins à 90%. C'est aujourd'hui que 10% de cette cruauté de l'Ituri provient des ADF NALU. Lorsque le chef de l'État avait lancé une mission de grande envergure au Nord Kivu, nous lui avons demandé qu'il puisse être conséquent parce que nous, avec le Nord Kivu, il y a un triangle. Le triangle, c'est quoi? Le territoire de Beni, le territoire de Mambasa et le territoire d'Irumu. Le territoire de Mambasa, c'est en Ituri, et le territoire d'Irumu, c'est en Ituri. D'ailleurs, donc moi, je suis l'un des élus des territoires d'Irumu et le territoire de Beni. Dans ces contrées, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le chef de l'État lance l'opération de grande envergure au Nord Kivu, comme là, c'est la forêt, les ADF NALU ont quitté le Nord Kivu pour venir maintenant causer des désolations à des paisibles citoyens de l'Ituri, situés dans des territoires d'Irumu et territoire de Mambasa. C'est ça, et peut d'une manière ramassée, la différence qui existe, c'est-à-dire au Nord Kivu, 90% des cruautés, des actes ignobles ne proviennent que des ADF NALU. À 20% des groupes armés nationaux. Pourquoi nous ne pouvons pas dire des groupes armés locaux? Tandis qu'en Ituri, les groupes armés nationaux ou locaux qui causent des désolations à leurs frères et sœurs, au moins à l'échelle de 80%. Alors, tandis que l'ADF NALU, avec son incursion, bien sûr, avec la bénédiction d'une population qui s'est déplacée du Nord Kivu, qu'on appelle Banyaboucha, qui se situe aujourd'hui en Irumu. Ils jouent la politique d'avant-garde. Ils sont là, ils jouent les guet-apens. Alors, ils sont comme les éclaireurs des ADF NALU, parce que c'est une communauté qui vient du Nord Kivu, pour lesquels nous avions toujours sollicité, à travers le caucus des députés nationaux de l'Ituri, que l'État congolais veille au ressassement à travers les services de DGM et d'autres services de sécurité, de faire rapatrier ces Banyaboucha dans leur village d'origine. Parce que d'aucuns prétendent qu'ils sont du Nord Kivu, mais d'après les informations à poupe ou à la haine sur la scène congolaise, on les considère comme des sujets étrangers. Honorable, puisque vous avez évoqué le cas de groupes armés nationaux où les Congolais eux-mêmes montent des cabales contre leurs propres frères. Alors, justement, dans le rapport des Nations Unies, il a été cité 3 groupes armés, notamment le Codeco, qui opère en Ituri, le Zaïre et le FPIC. Alors, honorable,
Dans la mission d'envergure qui vient d'être lancée par le chef de l'État avec l'état des sièges, comment entrevoyez-vous l'opération sur terrain avec ces groupes actifs déjà sur terrain? Merci, messieurs les journalistes, pour votre question posée. Je pense que je vais vous proposer quelques éléments de réponse. Messieurs les journalistes, vous venez de citer les rapports des Nations Unies qui établit clairement qu'il y a 3 groupes armés actifs en Ituri, entre autres Codeco, FPIC Uchinyakilima et les Zaïre. Voici les 3 groupes armés que vous venez de citer. Messieurs les journalistes, c'est en 2017, il y a Ndjougou, dans le territoire de Ndjougou. La province de l'Ituri compte 5 territoires. Nous avons le territoire d'Aru, nous avons les territoires de Mahagi, nous avons le territoire de Ndjougou, nous avons le territoire d'Irumu et le territoire de Mambasa. Alors, en 2017, dans le territoire de Ndjougou, il y a eu un mouvement. Dès le départ, on a qualifié ce mouvement des assaillants. C'est un mouvement qui marquait le nom. D'autant plus que toutes les tribus de Ndjougou ne voulaient pas, à ce qu'on puisse dire, que ces assaillants émanaient de leurs tribus respectives. Alors, c'est comme ça. Il y a eu des atrocités graves en 2017. Vers 2018, quand même, les langues vont commencer à se délier. Lorsque, en 2019 maintenant, les pseudo-assaillants vont se prononcer à créer un groupe armé bien identifié au nom de Codeco. Et dans ces groupes armés, nous trouvons essentiellement les natifs Lendu, qui sont à 90% dans cette bande, bien sûr en coopération avec certains citoyens ougandais, ou bien les natifs ougandais, et même sud-soudanais, qui les approvisionnent tantôt, ou bien qui sont en interaction compte tenu de certaines des relations de la rébellion en Ituri qui existait. Alors, cette bande armée, essentiellement Lendu, essentiellement composée par les fils des natifs Lendu, ce groupe armé a causé beaucoup de violations des droits humains et des droits de l'homme, avec des crimes de masse, les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, c'est-à-dire tous les actes odieux que prévoit l'article 5 des traités de Rome ont été sérieusement violentés par cette bande armée dans les territoires de Ndjougou. Et les attaques aussi, ça n'a au moins à 70% contre d'autres communautés. Mais par rapport à la communauté Lendu, il y a aussi un cas de 10 à 15% de conséquences. Parce qu'il y a même certains membres de la communauté Lendu ont été achevés, même les membres de la société civile, par cette bande armée appelée Codeco. Et alors, lorsque Codeco poussait si fort et à plusieurs fois contre la communauté Hema, la communauté Alour et d'autres communautés de Ndjougou, ils se sont coalisés pour créer une force d'après leur qualification d'autodéfense pour que les Codeco ne puissent les achever. Ils ont créé une bande armée qui repousse par moment et qui met même les Codeco à des bandades. Alors, ce groupe armé est appelé Zaïre, qui est né sous forme d'un groupe armé d'autodéfense. Appelé, je pense, les 2 groupes armés actifs dans le territoire de Ndjougou, nous avons les Codeco et nous avons les Zaïre. Pour le territoire d'Irumu, nous avons l'FPIC Uchinyakilima, qui commet aussi des actes tellement ignobles vis-à-vis de la population des territoires d'Irumu. Alors, vu cet état des choses, nous, les parlementaires de l'Ituri, nous avions, à travers notre caucus, poussé des cris d'alarme que les autorités civiles puissent assumer Katassé. Parce que vous savez, l'article 52 de la Constitution devant moi, la paix
interne et internationale, c'est parmi les impératifs de l'État. À la bande armée appelée FPIC, ou Chinyakilima, leur bastion, c'est dans le territoire du Roumu. Mais qu'à cela ne tienne, cette bande armée opère et dans le territoire du Roumu et aussi à cheval dans les territoires, par moment dans les territoires d'Indjougo. Nous avions lancé plusieurs fois nos cris d'alarme pour que l'État puisse s'assumer Katassé. Alors, à la phase que nous sommes, l'FPIC Chinyakilima commence à coopérer avec certains des éléments de Codeco et même les éléments infracteurs de l'ancienne bande armée FRPI pour opérer des opérations, des opérations terribles et macabres vis-à-vis de la population à Ituri. Justement, honorable, parce que vous avez évoqué le FRPI, qu'en est-il de l'accord de paix signé le 28 février 2019 entre le gouvernement de la République FRPI? Monsieur le journaliste, merci pour votre question. Votre question, elle est pertinente et si intelligente. Vous le savez, l'FRPI est parmi les bandes armées en Afrique qui a perduré au-delà de 2 décennies. Ils ont jugé, ils ont essayé beaucoup de fois à aborder le processus de paix avec l'État congolais et cela n'aboutissait pas depuis 2014. Dans la mesure où il y avait certains des militaires qui ne voulaient pas, au sommet de commandement, que ce phénomène FRPI puisse prendre fin. D'autant plus que l'FRPI les servait comme un fonds de commerce. Je vais vous dire clairement, monsieur le journaliste, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle zone opérationnelle. Il y a des forces spéciales que le conseil supérieur de l'armée ou les chefs de l'État disposent à chaque fois pour des secteurs opérationnels. L'FRPI était considéré comme un fonds de commerce. C'est comme ça, depuis des multiples contacts qu'ils ont fait sous le régime passé du président Kabila, ils n'ont pas abouti à signer l'accord de paix. Avec l'arrivée du président Tshisekedi, Antoine Tshisekedi, à la tête à la sommité de l'État, ils ont fini par conclure cet accord de paix le 28 février 2021. Et dans un accord, comme vous savez, un accord, c'est comme une convention. Une convention, en droit, on appelle ça convention synallagmatique. Une convention dans laquelle les 2 parties s'engagent. C'est-à-dire l'objet de la convention pour l'un et la cause pour l'autre. C'est-à-dire ils s'engagent réciproquement à respecter les clauses d'une convention quelconque. Et cet accord de paix, il y a même des mécanismes pour le respect des clauses qui sont accouchées dans cet accord de paix. Si vous lisez très bien cet accord de paix, vous allez trouver quelque part, il a été clairement énoncé, les organisations internationales sont prises en témoin, entre autres les Nations Unies, pour le respect de bonne foi de cet accord de paix. D'autant plus que l'État, comme super globalité, peut aussi, d'une manière individuelle, s'interposer pour ne pas respecter les clauses de la convention. Alors, il y avait des garde-fous pour le respect de cet accord. Et cet accord contenait quelques clauses que je peux vous dire. Les clauses de cet accord, les éléments des FRPI, pendant cette période-là, se sont engagés tout au long des processus qu'ils ne devaient plus commettre des actes ignobles dans la province de l'Ituri ou ailleurs. Ils devaient garder la paix et la quiétude de la population. De 2, ils ne devaient pas occasionner les vols de bétail dans les sites Irumu. De 3, l'FRPI devait adhérer au processus de DDRC et d'autres. Et par rapport
Ça, c'est à quoi l'FRPI s'est engagé vis-à-vis de l'État congolais. Mais l'État congolais s'était engagé d'accomplir la mission des DDRC, d'intégrer certains des membres des éléments des FRPI au sein des forces armées. Une chose aujourd'hui, il y a plusieurs justifications pour écarter cette clause de cette convention ou bien accord de paix, ou bien une convention synalagmatique en droit, comme je vous avais dit, qui produira ses effets avertis du principe de relativité des conventions ou des contrats. À ce jour, l'État dit qu'ils ne peuvent pas, qu'ils n'accepteront jamais de faire adhérer les membres des groupes armés au sein des FARDC. De deux, une loi d'amnistie devait être votée en session de mars de 2020, malheureusement tombée sous l'état d'urgence de Covid-19. Alors l'État congolais s'était engagé à ça. Et après, nous voyons, l'État congolais dit qu'il est impossible, dans l'hypothèse actuelle, qu'une loi d'amnistie ne soit votée pour les groupes rebelles. Mais je vous l'ai dit, ces groupes rebelles ont été sui generis. Ils ont négocié cet accord de paix avant cette situation de Codeco, de Chinyakilima. Les a trouvés déjà comme une bande armée passive qui ne commettent plus des actes ignobles contre la population civile. Bien sûr qu'il y a certains éléments réfractaires qui sont toujours partout. Je ne prends pas leurs avocats. Ils existent partout, et même dans des armées régulières. Ils se sont coalisés même avec Chinyakilima pour causer des actes ignobles contre la population civile en Irumu. Et quelquefois même, certains des éléments réfractaires des FRPI ont rejeté même les Codeco. Alors, ce que nous demandons au commandant des FRPI est de répertorier d'une manière religieuse une liste bien établie de tous les éléments réfractaires des FRPI qui se sont engagés pour commettre les crimes sous le label de FPIC ou bien Codeco, et où tous les éléments des FRPI qui se trouvent dans l'organisation criminelle de vol de bétail en complicité avec les membres de certaines communautés, de les répertorier pour que l'État congolais se sente à l'aise et l'État puisse conclure que les éléments des FRPI sont de bonne foi. Toutes les fois, à quelques fois, les crimes qui ont été commis par certains des membres des éléments des FRPI, leur commandant a toujours coopéré avec l'État congolais. Certains d'entre eux ont été déférés à la prison centrale de Bunia et se voient aujourd'hui d'être condamnés. Alors nous demandons à l'État congolais, en vertu des principes de continuité de l'État, que l'État congolais ne se laisse pas distraire par certaines anges noirs qui sont là pour faire à ce que les bandes armées perdurent. Il y a des principes, il y a certaines des personnes qui disent s'il n'y a pas de bandes armées, nous n'avons pas de job. Alors il faut toujours créer des cacophonies pour que les bandes armées continuent. Parce qu'en fait, les bandes armées constituent des sources d'enrichissement pour les uns. Alors, pour les autres, ils subissent les conséquences collatérales de ces bandes armées ou bien des effets collatéraux des différents actes ignobles que ces bandes armées causent. Alors je pense que l'État congolais avertit, bien sûr pour ne pas me répéter, des quotidiens de l'État, Sama Lukonde a trouvé qu'il y a un accord de paix signé entre les éléments de FRPI et le gouvernement sortant de Ilunga Kamba. Lui, comme chef de l'exécutif qui gère l'État au quotidien, ne doit prendre que cette matière pour juste l'application de bonne foi de cet accord de paix. Et à plus forte raison, les éléments de FRPI doivent respecter strictement les clauses auxquelles ils se sont engagés. Nous sommes fatigués des cycles infernaux d'insécurité et des actes ignobles qui détruisent même nos économies, même notre biodiversité. Honorable, cet état de siège, pour quel aboutissement dans toutes les deux provinces à l'est du pays? Madame la journaliste, nous avions salué avec faste
la proclamation de l'état de siège par les chefs de l'État. D'autant plus, c'était une mesure tellement salutaire. Nous sommes face à des situations tellement exceptionnelles. Parce que les crimes qui se commettent dans ces deux provinces, ce sont des crimes nulle part au monde nous avons vu. C'est-à-dire la situation de ces deux provinces, nous disons, c'est une situation sui generis. C'est une situation unique à ce genre. Alors, à ce moment, à ce stade, nous sommes politiques, nous nous rencontrons avec les officiers militaires et d'autres discussions. Il a été révélé ceci. L'administration militaire qui remplace les administrations civiles, c'est une bonne chose parce qu'on aura des rigueurs. Les militaires sont caractérisés par les rigueurs, n'est-ce pas? L'exemplarité, nous pensons que dans leur administration, ça sera une administration sans faille, que c'est dont nous sommes habitués des administrations civiles. Mais madame la journaliste, on n'a pas changé les éléments des FARDC qui sont au front, ou bien l'unité combattante au sein des FARDC. Il y a un problème, madame la journaliste, au sein de l'armée, au sein de notre armée nationale. Aujourd'hui, l'armée nationale, nous sommes quasiment la sixième position du point de vue en Afrique. L'Ouganda, 33e position, et les autres, les Kenya, suivent après. Nous sommes très bien positionnés. Mais au sein de cette armée, nous trouvons 70% des membres qui forment cette armée. Ce ne sont pas, au moment que nous parlons, des personnes qui peuvent combattre l'ennemi de fond en comble. Nous ne possédons que 30% de cette armée composée des unités combattantes actives qui sont à même de déloger et les bandes armées nationales, voire même ces groupes rebelles, ces ADF NALU, qui ont élu domicile entre les deux provinces. Les 30% de ces éléments FARDC peuvent aujourd'hui même les déloger et mettre fin définitivement à la sécurité dans les deux provinces. Dans la mesure où ces 70%, pourquoi ils ne sont pas actifs dans les combats? Ils sont composés, 70% des FARDC, ce sont des personnes qui ont des charges familiales. Ils ont 10 enfants, 15 enfants, comme vous connaissez les militaires. Lorsqu'ils partent au front, ils ne peuvent pas s'adonner au front tel qu'un jeune célibataire qui n'a pas de grandes responsabilités. Alors c'est pourquoi nous demandons d'abord, nous comme députés nationaux, nous devons au sein de l'Assemblée nationale, bien sûr qu'il y a une modicité de budget, faire des collectifs budgétaires pour donner les moyens essentiels à ces unités de FARDC dans les deux provinces pendant cette période d'état d'urgence. Parce qu'au-delà d'état d'urgence, madame, il n'y a pas autre mesure exceptionnelle que ça. C'est pour dire que le chef de l'État, dans l'hypothèse d'état de siège, par rapport à la sécurité, bon, il n'y a pas une grande différence entre l'état de siège ou l'état d'urgence. C'est quasiment la même chose, mais ce qui est approprié pour l'État, pour la sécurité, c'est l'état de siège. Alors pour les états de siège, dans ces deux provinces réussissent leur mission, on doit prendre les 30% des jeunes unités combattantes de la RDC. Je les vois aussi déambuler ici à Kinshasa et dans d'autres provinces, les amener à l'Est, des jeunes à même de combattre, des jeunes qui n'ont pas de grandes charges familiales. Partout au monde, ce sont ces jeunes-là qui sont mieux positionnés pour attaquer l'ennemi jusqu'à arriver au niveau de leur dernier retranchement. Alors, nous sollicitons au commandant suprême d'amener les 30% de l'effectif de FARDC, ce sont nombreux, de les concentrer en Ituri et au Nord Kivu pour combattre. Et les collectifs budgétaires que nous allons faire pour donner les moyens idoines pour améliorer le social des éléments des FARDC. Et ça sera comme une mesure incitative qui peut demain pousser les jeunes à adhérer à l'armée et pour que notre armée redore
les blasons des meilleurs combattants que nous avions, n'est-ce pas, on a prêté en RDC. Nous étions dans des opérations à Tchad. Nous étions dans beaucoup d'opérations. Alors aujourd'hui, vraiment, il est affreux, l'État congolais, avec 80 millions, n'est-ce pas, 80 millions de Congolais, avec des militaires routiniers. Vous allez vous réaliser que la plupart des pays francophones, ils étudient les corps d'armée ici à Kinshasa. Les CHESD, c'est l'école de prestige d'armée qui se situe ici sur le haut commandement. Alors c'est pour dire que nous avons des places de choix, mais nous ne pouvons pas laisser les jeunes déambuler dans d'autres provinces sous ces états de siège, les amener à l'est pour combattre. Nous aurons la paix. Les canons vers la menace et les unités rangées à l'ordre de bataille utile, les FARDC ont lancé une offensive impitoyable contre la coalition FPIC et FRPI ce matin au village Nyakoundé, situé à 47 km au site de Bunia. Par les attaques enveloppées, pendant une heure de combat, l'armée régulière a conquis et consolidé le village Nyakoundé, Kalingi, Malumbata, Malumbabo, à la plus grande satisfaction du médecin directeur de l'hôpital Nyakoundé, en présence du commandant 3e zone de défense après la conquête, où la milice avait pris en otage cette institution sanitaire et les malades, qui est un crime contre l'humanité. Vous allez voir avec nous, aucune population, et nous n'étions restés qu'à 4 personnes dans le sein de l'hôpital. Donc avec autant de malades, qu'il ne fallait pas les abandonner. Nous étions obligés de rester et aller à leur secours. Avec votre présence en ce jour, vraiment c'est une grande fierté quand nous voyons nos loyaux militaires qui sont à côté de nous pour apporter la sécurité du milieu qui était plus longtemps sous la menace d'insécurité. Hormis la conquête de ces villages, l'armée régulière a neutralisé 13 miliciens FPIC, 14 capturés, donc 7 blessés, mis aux soins à l'hôpital de Nyakoundé dans le respect des droits humanitaires internationaux et le règle d'engagement. C'est le bilan de ces opérations qui s'inscrit dans le cadre de mesures radicales prises par le commandant suprême des forces armées. J'aimerais vous dire que nous sommes une force, la force loyaliste. Donc nous sommes là pour assurer tout le monde. Ces opérations ont été menées tout en respectant le droit international humanitaire. Les hôpitaux sont protégés, les écoles, les églises ainsi que l'aérodrome est protégé par l'armée régulière. Signalons, c'est sous la coordination du lieutenant général Yves Filemon, commandant 3e zone de défense. Madame, oui, nous espérons, parce que pour ne pas se répéter, nous avons dit qu'il n'y a pas autre mesure que le chef de l'État a le pouvoir du point de vue constitutionnel. L'état de siège, c'est une décision exceptionnelle et c'est la sommité des décisions. En dehors de cette décision, on n'en a pas autre dans la Constitution. C'est pour vous dire, les dispositions de cet article 85 n'arrivent aujourd'hui pour des mesures exceptionnelles. Mais nous donnons la chance, à cette administration militaire sous état de siège et nous les accompagnons. Nous avons demandé à nos bases que nous puissions faire la mutualisation des forces et d'idées. Pourquoi pas dire les conjonctions pour les aider à trouver la paix. Mais il y a des préalables. Ils peuvent trouver la paix à condition qu'ils puissent d'abord amener les 30% de l'effectif des unités combattantes au sein des FARDC composés des jeunes combattants, les amener au front, tous en Ituri et au Nord Kivu. Ne pas les laisser déambuler inutilement ici à Sanef et prendre des bières à Bandal et par-ci par-là. Aujourd'hui, face à cet ennemi commun qui menace l'existence de notre pays, nous devons nous unir comme un seul homme pour cette cause nationale, dans un même élan patriotique
et dans la prière, nous devons rester mobilisés autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, derrière notre armée. Nous devons donc nous unir pour nous mettre définitivement hors d'état de nuire ce horde de bandits, de pillards et leurs commanditaires supposés ou avérés. L'engagement citoyen impose un devoir de dévouement sans faille et de soutien inconditionnel à nos forces armées qui sont engagées au front pour la restauration de la paix, de l'intégrité territoriale, l'héritage unique et indivisible nous légué par nos pères fondateurs et nos ancêtres. Honorable, êtes-vous d'accord pour une opération mixte ougando-congolaise ou soit une opération rwando-congolaise dans le cadre d'éradiquer les groupes armés à l'est du Congo, comme ça s'est dit dans d'autres sources? Merci, messieurs les journalistes, pour votre question. Une fois de plus, je pense pour l'opération mixte de l'armée ougandaise et l'armée congolaise, nous sommes d'accord. D'autant plus que les caucus de ces deux provinces, nous avions sollicité à ce qu'une mission de grandes envergures dans le cadre des attaques ou des traques des groupes rebelles ADF s'opère par l'armée FARDC et l'armée ougandaise, dans la mesure où les ADF sont à 70% natifs de l'Ouganda. Mais pour l'opération rwando-congolais, nous disons non, 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 avec N majuscule. Nous avions refusé pour des questions antérieures. Et vous connaissez l'histoire de ces pays, messieurs les journalistes, pour lesquels d'ailleurs même Kamer avait perdu les perchoirs du Parlement par rapport à telles opérations. Notre population n'est pas d'accord. Parce que c'est la population qui joue les rôles majeurs pour sa sécurité elle-même. Nous avons dit, messieurs les journalistes. Mais pour l'armée kenyane, telle que le chef de l'État, à travers la diplomatie militaire, a sollicité que l'armée kenyane vienne, mais les deux caucus des députés dans lesquels je n'ai pas le pouvoir de parler à leur nom, je pense que nous ne pouvons pas refuser. Mais pour l'armée rwandaise, mais pour un bébé natif de ces deux provinces, n'acceptera jamais. Même d'autres Congolais ne peuvent jamais cautionner de tels actes. Ça sera comme des actes de sabotage. Congo. La paix. Plus que jamais la paix. Congolaises et Congolais, il est temps. Tanguzi Fweni, Dibadia Kumbana, wakati inakamilika. Tango ekoki pour la kimia au Katia Ekolo Mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions de morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périllent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 morts. Des milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop, c'est trop. Il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fweni, Dibadia Kumbana, wakati inakamilika. Tango et Koki pour la Kimia au Katia Ekolo Mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix.
elongo na FARDC na police bansolisanga toteleme tolonga na mapinga bendele koyate Congo, Congo. Oui, honorable. Dans notre émission, nous avons une rubrique fixer regard vers la caméra. Vous passez un message à nos compatriotes, à des Congolais, à votre base, bien évidemment, qui vivent la réalité de cet état de siège. Un message de soutien, d'encouragement et de compassion à l'ensemble de cette population meurtrie. Honorable. Définitivement, messieurs les journalistes, nous remercions le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, communément appelé à Kinshasa Fachi Béton, que nous saluons, lui qui est notre chef guide au sein de l'Union sacrée. Nous le félicitons pour cette mesure exceptionnelle de l'état de siège dans les deux provinces et nous allons lui prêter main forte pour que cet état de siège produise la sécurité et la sérénité à l'Est pour qu'il puisse gagner les élections de 2023 haut les bras. Et à plus de ça, nous recommandons aux VT communautés de l'Ituri de cesser avec leurs hypocrisies, de cacher les milices qui naissent de leurs différentes tribus, de traiter avec toutes les franchises possibles avec cette administration militaire, de dénicher même son fils s'il est parmi les membres, les personnes qui causent désolation en Ituri, de les dénoncer de soi-même. Au contraire, lorsqu'on va mettre la main sur lui, il sera appelé des complices. Parce que certaines des communautés n'acceptent pas leurs bandes armées. Nous avons dit, nous comme notables, nous avons l'obligation de communiquer la vérité à l'État. Et ça, sans état d'âme, dans cette manière, nous allons voir la paix durable en Irumu, en Djougou et dans tous les territoires de l'Irumu. Et nous mettons en garde les membres de l'administration militaire qui vont oser de commettre les infractions pendant cette période de l'état de siège, pensant que tout leur est permis, ils vont voir sur leur route les juridictions militaires. D'ailleurs, nous avons félicité la nouvelle mise en place d'une cour militaire en Ituri pour accompagner cet état de siège, et les juridictions militaires doivent dire les droits tels que les codes pénals militaires et aussi respecter les codes judiciaires militaires, voire même les règlements militaires. L'état de siège n'équivaut pas à dire que les militaires sont maintenant au firmament. Nous remercions principalement tous les députés de l'Est de la République. Vous êtes sans ignorer que le caucus des députés nationaux de l'Ituri, nous avions vidé les hémicycles et toutes les activités cessantes, d'autant plus que nous ne devrions pas continuer à siéger pendant que nos populations sont en train d'être tuées, d'être pillées. Alors, par compassion, les députés de l'Est, ils ont quitté avec nous, principalement de la Grande Orientale, les Grands Kivu et le Nord Katanga. Nous les remercions pour cette compassion. Et de deux, nous remercions encore les députés nationaux, les messages d'accompagnement qu'ils ont manifestés à cet état de siège dans les deux provinces. Nous croyons que ces messages réconfortent cette administration militaire. Bien sûr, l'état de siège peut être déclaré sur tout l'étendue de la République ou à une des parties de la République. Aujourd'hui, c'est les deux provinces. Demain, peut-être, ce sera d'autres que je ne souhaite pas. Nous devons les accompagner. Et comme parlementaires, nous demandons au président de l'Assemblée nationale que nous puissions voter un collectif budgétaire pour accompagner ces deux administrations et à plus de ces collectifs budgétaires, les audits et les contrôles clairs par rapport au budget que nous allons allouer, que nous puissions avoir les organes qui doivent contrôler ça, que ça puisse arriver à la destination, que ça ne puisse pas servir aux achats de villas
et des grosses voitures ici à Kinshasa. Cette émission est complètement terminée, mesdames, messieurs. Merci beaucoup pour la confiance que vous nous témoignez. Pour ce numéro, les trios Clarisse Essekanjoli, Arnaud Nzita et Jennifer Ramazani, nous avons eu le plaisir de recevoir pour vous l'honorable Babangou Ababou Paul, le député national élu du territoire de Rumou dans la province de l'Ituri. Honorable, merci beaucoup pour votre disponibilité. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Merci, Madame la journaliste. Pour moi, c'est le réel plaisir d'accueillir votre équipe si professionnelle. Et je pense que nous sommes déjà une famille lorsqu'il y a des questions, parce que de nature, je suis un monsieur de gras débat. La porte de mon bureau est largement ouverte pour vous à tout état de cause. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. La prise de vue était assurée par Dorifor Maele, la réalisation toujours par Dorifor Maele. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur votre chaîne FAS Télévision, la chaîne de l'excellence. Je vous dis au revoir et à très bientôt avec le même plaisir. Bye.